Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Mon invité cette semaine est Salma Moudrika. Ça me fait plaisir de vous revenir encore une fois avec une nouvelle émission de Connaissez-vous, avec une nouvelle invitée, et je vous le dis, et je le dis à chaque fois que ça arrive, on bat encore un record d'âge cette semaine, parce que mon invitée, elle est née en 1996. Donc, elle a battu le record de 1995. Et là, je pense que le prochain qui va battre le record, prochain ou prochaine, va devoir se lever de bonne heure. Ça va commencer à être jeune. Tout d'abord, bonjour Salma, parce que on va se saluer, on va commencer, tu vas pouvoir parler. Bonjour Martin, bonjour tout le monde qui nous écoute. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, que tu aies accepté de faire l'entrevue, parce qu'au moment où la première fois comme telle qu'on s'est jasé, tu as accepté tout de suite de le faire. Ça fait que ça a été quand même assez spontané. Ça remonte déjà au mois d'août. Et là, on est rendu comme début 2018. Ça fait quand même un certain temps. Effectivement. Mais je pense que ça t'a permis de vivre encore plus de choses. Puis tu en avais déjà beaucoup, tu me disais. Un parcours quand même assez... Effectivement. Moi, je dis souvent aux gens que j'aime commencer par le début, commencer par la naissance, tout ça. Mais moi, j'ai le goût de commencer par l'origine de ton nom. Oui. Donc, c'est Moudrika. Oui, Moudrika, non, c'est pas québécois. non, j'imagine que ça surprend aucun d'entre vous, là. En fait, je suis marocaine d'origine. Puis mes parents ont immigré ici en 96-97. En 96, ils faisaient les démarches d'immigration, mais ma mère était déjà là. Et elle m'a eu ici à Montréal en 96. Donc, je suis née ici. C'est ça. C'est que tes parents sont arrivés là, quasiment en même temps que toi. Là. Oui, c'est ça. Ils sont arrivés en même temps, un petit peu après. On est beaucoup dans la famille, fait que sont arrivés un petit peu éparpillés. OK. On est 6 enfants. Quand même. Okay. Ouais, fait que disons que tu sais ma mère et un de mes frères ont été les premiers à arriver avec moi dans le ventre de maman. Puis après ça, les autres ont suivi quand les démarches ont été faites. Puis c'est ça, c'est l'immigration de notre famille, c'est passé comme ça. Et je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse là, sur ta famille. Tu dis bon, vous êtes 6 enfants, tout ça. Et vous avez quand même des bonnes différences d'âge. Oui. Et tu as combien de... Un frère ou qui est non-voyant, qui a un problème de vision aussi? Oui. J'ai un frère qui, lui, est né en 83. Donc oui, une méchante différence d'âge. Quand même. Oui. Et il est non-voyant. Puis c'est moi et lui, on est les deux seuls non-voyants dans la famille. OK. Tous les autres sont voyants. Et puis tes parents aussi. Oh oui. Okay. Oui, mes parents aussi. Et bon, est-ce qu'on peut maintenant parler un peu de ton problème de vision, lui, en tant que tel? Est-ce que c'est le même que ton frère? Oui, c'est le même que mon frère. Nous autres, c'est... on sait pas... En fait, on s'est jamais tant intéressé parce que ça faisait longtemps qu'on était diagnostiqués, mais nous autres, on a été diagnostiqués d'une atrophie optique, donc vraiment atrophie du nerf optique. Puis, évidemment, la science ne peut rien faire encore pour cela. Et c'est ça. Donc, on est non-voyant complet. Moi, j'ai pas de risque du visuel. Puis même la lumière, des fois, j'ai de la misère à voir. Fait que si c'était la question pour ma vue, Donc, t'as pas vu jamais plus? Jamais. OK. Pour moi, c'est le noir total. OK. Si on s'entend sur le fait que si c'est noir, parce que y en a qui vont argumenter que non, c'est rien du tout. Ah non, c'est noir. OK, mais t'as jamais pu lire, t'as jamais pu... Non. OK. Et ça, est-ce que le fait d'avoir quelqu'un d'autre dans ta famille qui a un problème de vision, est-ce que ça... Puis
puis de surcroît, qui était quand même plus vieux que toi, est-ce que je sais que les questions, des fois, je les pose mal, mais est-ce que pour toi, est-ce que tu penses que ça l'a amorti le choc un peu? Oui, ça m'a aidé, c'est sûr. OK. Je suis content que tu répondes ça. Ça veut dire que ma question est pas non. si pire. non, vraiment pas. Ça m'a aidé. Puis, tu sais, depuis toute jeune, moi, je vais à Jean-Colette depuis que je suis toute jeune. Fait que c'est sûr que j'ai toujours fréquenté depuis que je suis petite des gens qui étaient non-voyants. Fait que c'était plus facile, tu sais, de m'accepter un peu, de me dire, je suis pas tout seul là-dedans. Mais en plus de voir quelqu'un qui est beaucoup plus vieux, qui est rendu à un stade beaucoup plus loin dans sa vie, de dire, en grandissant, c'est pas impossible de faire ça, moi aussi. Ben, ça se peut, coudonc. Moi, ça m'a vraiment aidé. Ça t'a vraiment... Ouais. OK. Ouais. Et c'est moins de moments où ce que tu disais, ça, je suis pas capable, ou je pourrais pas. Non. Puis aussi, ma famille m'a jamais mis dans cette mentalité-là. Pour ma famille, j'ai toujours été normale. Ils m'ont toujours dit, c'est pas parce que t'es non-voyante que t'es pas comme les autres. Tu peux faire exactement comme les autres. Puis on s'attend exactement à la même chose que de toi, que de tes frères et sœurs. Puis t'es capable de le potentiel. Puis de m'avoir donné cette certitude-là depuis que j'étais jeune, puis de me l'avoir toujours répété, ça m'a vraiment aidé à me convaincre que non, j'étais capable. Puis oui, c'est sûr qu'il fallait toujours fournir un effort supplémentaire, mais pour moi, ça a toujours valu la peine. Avec un résultat quand même. Ouais, avec un résultat dont j'étais fière à la fin. C'est pour ça que je dis que ça valait toujours la peine. OK. Et là, ton arrivée à Jacques-Ouellette, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu veux... On ouvre la porte à... Oui, est-ce que je m'en souviens? C'est dur à dire, j'avais 4 ans. Ouais. Donc, moi, j'ai jamais été en garderie. J'ai toujours été... ma mère était femme au foyer. Elle est encore, là. Mais dans le temps, elle a pas travaillé longtemps quand on est arrivé ici, donc elle m'a élevée à la maison. Puis aussi, je dois le mentionner dès le début parce que c'est un facteur important, puis ça explique pourquoi j'ai pas été en garderie. En plus de mon handicap visuel, moi j'ai une maladie des os qu'on appelle ostéogenèse imparfaite, qui est une condition qui fait que le calcium s'évapore vite de mon corps. Donc, ça fait que mes os sont très fragiles. Comme si tu étais toujours un peu en carence de calcium. Exactement, mais une carence qui est vraiment intense au point où écoute, je pense là que ma première fracture remonte à quand j'avais 6 mois et je me suis je pense, soit j'ai tombé de mon berceau ou je me suis cognée contre mon berceau, je me suis cognée comme la jambe, puis 3 mois ou 6 mois, écoute, c'était... Et c'était ça les signes, dans le fond, là. C'était des cassures. Plusieurs fractures, c'est ça. Fractures très faciles. C'est ça, très facile, puis c'était pas vraiment des accidents banaux que pour un bébé, ça aurait été comme... Un petit bleu, peut-être. Oui, là, puis, oui, pour moi, c'était une fracture. OK. Puis j'ai commencé à marcher à l'âge de 2 ans avec des orthèses parce que bon, c'est sûr que quand tu te fractures avant même d'avoir commencé à marcher, ça l'aide pas. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai jamais pu être placée en garderie, c'est on craignait trop pour ma sécurité parce qu'on s'entend qu'un enfant qui a cette maladie-là, qui voit faut déjà faire pas attention. Évident tant que ça, c'est ça reste quand même un enfant. C'est ça. Un bébé. C'est ça. Ouais. Mon petit enfant de 3 ans, mais pour quelqu'un qui voit pas en plus, qu'on lui demande d'être prudent, de faire attention. Tu sais, ça arrive à tous les non-voyants. Je connais pas un non-voyant qui est jamais tombé. Puis un non-voyant qui tombe, qui a le risque à chaque fois de tomber, de se casser quelque chose. Ça facilite pas la vie. C'est ça. Puis quand t'es un enfant, t'es en pleine croissance. Puis cette maladie-là est très... disons que c'est plus fort quand t'es en pleine croissance parce que tes os sont en pleine croissance aussi. Donc, ça n'a pas de chance de stagner, disons. Donc, tu sais, t'es tout le temps fragile, tu tombes, puis tu te casses quelque chose. Puis c'est vraiment ça qui arrive, là. À chaque fois, l'accident, c'est ça. Mais reste quand même que là, en arrivant à l'école, ça a dû être terrible, ça a dû... Au début, terrible. Ben, dans le sens d'inquiétude, là? Oui. Pour mes parents, oui. Pour moi, c'était bien. Je dirais que... Tu sais, j'ai tellement eu ça toute ma vie
que pour moi, ça a pris des années et des années avant que je sois consciente à quel point c'était, comme tu dis, terrible. OK, toi, tu le percevais pas nécessairement. Mais mon frère avait cette même maladie, puis mon frère faisait attention, c'était correct, puis pour moi... OK, ton frère a cette maladie-là vu aussi. qu'on a on a eu le même diagnostic. Ah là là, OK. Ouais, fait que pour nous deux, tu sais... Mais encore là, tu le voyais agir. Ouais, puis peu. oui, puis c'était normal, tu sais. Mais pour moi, ça a pris des années avant de me rendre compte que, à quel point que c'était vraiment quelque chose, tu sais. Quand t'as tellement vécu avec ça toute ta vie, ça devient banal. Puis c'est à un moment donné, plus tard, que tu réalises, mon Dieu, c'est donc bien gros, ça. Je dirais, là, que j'ai peut-être eu peut-être maximum 2 fractures par année, à peu près à chaque année. Hey. Ah oui. Je me souviens, à un moment donné, quand j'avais 5 ans, je suis tombée d'un module de jeu, je me suis cassé le bras. Des années que c'était tranquille, j'avais pas de fracture, mais tu sais, je faisais juste jouer, puis des petits accidents comme ça, puis la fracture arrivait, quoi. OK. C'est, il y a eu des fois où j'ai dû manquer l'école parce que, je me cassais pas des bras, mais la jambe. Puis, plus compliqué, là. Non, ça, tu t'envoies pas ton enfant qui a 8 ans avec une fracture d'une envergure que j'ai eue, fracture du fémur, pour ceux qui s'y connaissent. T'envoies pas ça à l'école. Donc, mon enfance, c'est résumé à ça. Okay. Donc, pas vraiment de jeu comme les autres, plus isolé dans mon coin parce que à chaque fois que tu peux faire quelque chose, tu as le risque de tomber puis de te casser quelque chose, puis ça, on peut pas prendre ce risque-là parce que le risque, tu sais, faut encore que t'emmènes, tu t'occupes de ton enfant, que tu l'amènes à l'hôpital, que tu... Donc, si je comprends bien, ça a été plus abstraignant, cette maladie-là, que ton problème de vision. Ouais, en fait, les deux combinés. Les deux combinés en plus. C'est ça, okay. c'est ça. Est-ce qu'à l'adolescence, ça l'a un peu... est-ce que ça s'est stabilisé, ça? Ça s'est stabilisé vers 13-14 ans. OK. Quand j'ai terminé ma croissance. Mais j'étais quand même extrêmement surprotégée. Vraiment très surprotégée. Il fallait que tu continues quand même à faire très attention. Fallait que je continue à faire très attention. Juste pour te donner une idée, mes parents avaient donné une directive à l'école comme quoi qu'à chacun de mes déplacements, je devais être accompagnée par un adulte pour justement qu'il n'y ait pas... aucun accident. Ça a duré de mes 9 ans à mes 15 ans. Fait que pendant 6 ans de temps, et oui, malgré que je sois à Jean-Colette, qui était même pas une école régulière, qui était une petite école de 80 élèves, j'étais quand même dans un cocon de surprotection et partout où j'allais. Les enseignants allaient me reconduire d'un local à l'autre. J'avais un cours de maths, puis après un cours de français. L'enseignant de maths allait me porter à ma classe de français. Puis ça implique aussi que durant le midi, l'enseignant allait me porter à la cafétéria, mais qu'il y avait des gens qui devaient s'occuper de moi aussi pour circuler, tu sais, je faisais pas juste manger, mettons, si je voulais aller passer du temps avec des amis ou quoi que ce soit, mais c'était impossible pour moi parce que tu pouvais pas demander à un adulte d'être toujours là pour moi. Uh-huh. Fait que j'étais souvent isolée, Et comment ça a cessé à 15 ans? Comment ça s'est... En fait, j'ai fait 2 démarches qui m'ont grandement aidée. Quand j'avais 13 ans, j'ai fait des démarches avec la direction de l'école, puis avec mes amis, pour permettre à des gens qui étaient connus pour être responsables, puis qui avaient un degré de vision, de m'accompagner. Donc, eux avaient le droit de m'accompagner aussi, pas juste les adultes. Ça m'a grandement aidé parce que... Ça l'a un peu fait un cercle un peu plus... Ouais, parce que dans le fond, j'en avais pas de cercle. T'as 12-13 ans, c'est l'âge de l'intégration sociale. C'est l'âge... important. Oui, puis quand tu peux pas t'intégrer dans un cercle social à cause de ça, parce que t'es tout le temps isolé, puis les gens se promènent, les gens sortent, les gens, tu sais, sortent dehors dans la cour, les gens rentrent, les gens, font juste vraiment se promener dans l'école, puisque toi, tu n'as même pas la possibilité de faire, il faut que ça soit avec toi dans un coin, mais, tu sais, tu peux pas t'attendre à ce que eux aussi soient entièrement avec toi. Aussi, ils ont leurs loisirs, leurs choses à faire. Ouais, ils n'ont pas comme ces restrictions. C'est ça. Donc, ils vont pas se les imposer à eux-mêmes en disant, regarde,
moins rester avec elle parce que elle peut pas. Non, puis c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais d'avoir cette permission-là un peu, ça m'a un peu soulagée. Puis ce qui a vraiment aidé, c'est à un moment donné, quand j'avais 15 ans, je trouvais ça vraiment lourd. À partir de l'âge de 13 ans, j'ai toujours commencé à vraiment trouver ça lourd, mais à 15 ans, là, à un moment donné, j'ai dit à mes parents, là, je peux plus, là, je pense que c'est correct, là. Puis, je pense, puis à partir de ce moment-là, ils ont enlevé la directive. Et, là, t'as pu plus te déplacer par toi-même? Là, je te dirais que, en termes très de moi, j'étais devenue libre. Carrément. Ouais, parce que pour moi, c'est très cru à dire comme ça, mais pour moi, j'avais vécu ces années-là comme si j'étais en prison. Parce que c'était... t'avais pas de liberté, chaque fois t'avais un adulte qui devait être avec toi, puis un adulte c'est intimidant pour des jeunes, puis ça veut pas nécessairement traîner avec toi, des jeunes quand ils savent que un adulte t'accompagne à chacun de tes déplacements, puis doit être avec toi, tout ça. Et de pas pouvoir faire comme les autres. Ouais, de pas pouvoir faire comme les autres, de pas pouvoir avoir cette liberté-là. Quand j'ai été libérée de ça, ben, vraiment, là, ça a été quelque chose qui a vraiment amélioré ma qualité de vie, mais de beaucoup. J'avais beaucoup appris durant ces années-là, mais c'était des longues années de solitude. Puis à la fin, là, Puis là, à partir de 15 ans, ça a été un changement. Ça n'a pas été trop... il n'est pas arrivé trop d'incidents. Non, il n'est pas arrivé du tout d'incidents. Ah, du tout d'incidents? Bon, parfait. Non, à cet âge-là, j'avais compris, puis... Ouais, tu étais quand même, c'est ça. Puis comme ça s'était stabilisé, ben, j'étais plus sûre de moi. J'étais passée d'une une petite fille à vraiment une adolescente qui faisait attention à ce qu'elle faisait. Responsable de toi-même. Oui. Mm-hmm. Puis ça allait mieux. Et là, à point de vue académique, comment c'était? Est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait apprendre? Est-ce que... J'étais quelqu'un qui adorait apprendre. OK. J'étais quelqu'un qui a toujours aimé apprendre. Qui était très bonne. La seule matière où... ça, tu vas t'y attendre, là, parce que ça, c'est un point commun entre nous deux. Mais la seule matière où vraiment j'ai eu de la grosse difficulté et j'ai frappé un mur, ça a été les mathématiques. OK. Avoir jamais vu et d'essayer de te faire comprendre quelque chose d'abstrait, c'est terriblement difficile. Puis moi, honnêtement, j'étais pas une fille de maths. Je trouvais vraiment, j'avais beau être à Jacques-Ouellette et avoir le meilleur support, j'ai coulé mes mathématiques de secondaire 3. Juste pour donner une idée. Puis après ça, ben je l'ai refaite, ça a été mieux. Et c'est pour ça que j'ai pris 2 ans pour faire mon mathématiques secondaire 4 au lieu d'une année, parce que normalement j'aurais pris pour faire toute autre matière, là, les maths, j'ai pris mon temps. Mais là, tu te dis mathématiques, abstrait, bon, je comprends. Mais est-ce que tu étais correct en géographie, en histoire? Tout ce qui était pour apprendre, tout ce qui était de la mémoire, ça allait. Fait dans le fond, les langues français, anglais, histoire, ça allait. Géographie, ça allait du moment que j'avais pas touché des cartes. Ça, là. Parce qu'apprendre les noms des provinces, regarde, tout non, ça, pas de problème. ça va. Mais fais-moi toucher une carte. Ouais. Fais-moi toucher une carte. Mm-hmm. Puis je capote. OK. Puis ça, puis les mathématiques. Quoique là, ça va un peu mieux. Parce que j'ai travaillé fort puis je l'ai développé. Mais ça a été ma bête noire au secondaire. Vraiment, c'est quelque chose que... C'était pas ta... Ah non, c'était vraiment pas ma force. Puis... Et là, quand t'es venu le temps, plus tard, de penser... toi, t'as fait tout ton secondaire à Jacques-Ouellette. Ouais. Excuse-moi. Quand vient le temps de penser un peu à qu'est-ce qu'on va faire en sortant de Jacques-Ouellette. C'était clair que je m'en allais pas en maths. Hein? Moi, c'est sûr que je m'en allais en sciences humaines. OK. Parce que j'avais plusieurs choix devant moi. Mais en fait, mon premier plan, c'était de devenir enseignante. OK. Ouais. Mais j'ai réalisé avec le temps que c'était
c'est un peu irréaliste. Je trouvais ça un petit peu irréaliste. Avec toutes les contraintes qu'on a aujourd'hui, puis tu sais, les stages, puis tu sais, d'enseigner, tu te retrouves sur les listes, t'as pas toujours le choix où tu vas enseigner. Moi, je m'étais beaucoup renseignée par le biais d'enseignants que je côtoyais, comment ça fonctionne, tout ça, puis je me suis dit, ben, débarquer dans une école régulière d'enseigner, pas sûr. Puis le système d'éducation, il y aurait peut-être, ne m'aurait peut-être pas convenu. Donc, je me dis, ben, j'aime enseigner, j'aime expliquer. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre qui me permettrait, peut-être de transmettre la matière, d'expliquer, sans nécessairement essayer de rentrer dans un système qui allait pas me faire. Mais tu t'en es aperçu quand même assez rapidement? Première à deuxième session de cégep. OK. J'aime toujours ça, enseignement, puis je pense que c'est pas quelque chose que j'aurais vraiment... T'sais, mettons, tu me donnerais, tu me dirais c'est possible, je dirais, c'est sûr j'y vais. Mais en sachant les contraintes que j'ai, avec l'handicap visuel, tout ça, c'est pour ça que j'ai choisi de pas me diriger là-dedans. Puis j'ai fait mon cégep, et... T'es allé à quel cégep? Je suis allée au collège Champlain, à Saint-Lambert, qui est un cégep anglophone. Oui, OK. Donc oui, ça a passé du français à l'anglais. Mais pourquoi en anglais? Pourquoi en anglais? C'est une excellente question que tout le monde me pose. Parce que moi, j'ai toujours grandi avec la mentalité que on ne sait jamais où la vie nous mène. La preuve, mes parents n'avaient jamais pensé d'immigrer au Canada, toujours resté au Maroc, puis quand est venu le temps, ben, pour les études de leurs enfants, ils ont immigré. C'était ça la raison? Moi, c'était, si à mon nez, je dois m'en aller quelque part, quelque chose d'anglophone, je veux avoir mon anglais, puis je veux être capable de... j'étais déjà très bonne en anglais, mais je voulais vraiment faire une immersion pour vraiment pouvoir parler la langue comme on dit, la langue des affaires, puis de savoir que si j'allais à quelque part d'autre, une autre province, un autre pays, peu importe, là, même si ça aurait été 1 an ou quelque chose, de juste avoir l'assurance que j'aurais été capable de fonctionner à cet endroit-là, d'avoir cette base-là, cette langue-là. Je trouvais aussi que c'était un enrichissement, c'était un nouveau défi. Je suis une personne qui aime les défis, qui aime pousser mes limites, puis quand c'est trop facile, j'ai tendance à décrocher parce que je trouve ça ennuyant. OK. Puis pour moi, le cégep en anglais, ça me poussait non seulement à dire, ben, c'est un autre défi, c'est un autre monde, parce que j'ai fait toute ma scolarité à Jean Colette, maternelle, primaire, secondaire. Puis je me ramasse à quelque part où je suis la seule handicapée visuelle, où je dois faire valoir mes droits, mes besoins, puis mes adaptations. Mais en plus en anglais, je me disais, OK, mais concrètement, tu disais que tu étais déjà très bonne en anglais, mais est-ce que ça s'est passé comment? On peut peut-être répondre à la question en 2 étapes. Là. Il y aurait les étapes que tu aurais vécues, peu importe en français ou en anglais, là, en ce qui concerne l'adaptation. Ouais. C'est l'adaptation de toi-même puis l'adaptation de tes choses. Et le fait que c'était en anglais. La difficulté... Jusqu'où tu l'as vécu, cette difficulté-là? Le fait que ce soit en anglais, je l'ai vécu, ça a été une difficulté à laquelle j'ai dû m'adapter seulement au niveau académique. Parce que de passer de rédiger tous tes textes en français à devoir toutes les rédiger en anglais, à devoir être bonne dans la rédaction de texte, parce que sciences humaines, la base, c'est un petit peu ça. De rédiger des textes, de lire beaucoup, puis d'écrire, comme des dissertations. De devoir faire ça en anglais, alors que je venais d'un milieu francophone, même si j'avais des bonnes bases, j'ai dû travailler plus pour justement acquérir ces nouvelles compétences de je dois m'habituer à une nouvelle langue, je dois rédiger autrement, je dois penser autrement. Parce que je veux pas, quand tu compares, souvent on a tendance à traduire dans notre tête. Même pas juste au niveau de la traduction, mais même au niveau de la rédaction, des choses qui sont à faire, tu peux pas comparer le français à l'anglais. Okay. Donc pour moi, j'ai dû m'adapter à ça.
c'est la première partie de ta question. Pour la deuxième, pour l'adaptation de sincèrement, l'adaptation de mon matériel et mon adaptation avec les jeunes, ça a été un petit peu, tu vas peut-être pas me croire, mais ça a été un peu comme du beurre dans la poêle. OK. Parce que je suis allée là-bas une fois que je me suis fait accepter, une fois que j'ai eu ma lettre d'acceptation. Je suis allée rencontrer le service adapté, je leur ai dit, écoute, j'ai besoin de mon horaire en avance pour apprendre mes locaux. J'ai besoin de mes plans de cours en avance pour savoir qui vont être mes professeurs et quels vont être les livres dont j'aurai besoin, parce que je dois les acheter d'avance et je dois les adapter. Et crois-le ou non, ma première session, j'ai eu tous mes livres presque à temps. En tout cas, le début, mes envoyais partie par partie. Mais j'avais une excellente base pour commencer. Ce qui aide, là. Vraiment. Vraiment. La première session est quand même importante. Oui, la première session, c'est la base, mais d'avoir à chaque session, d'avoir l'assurance que tu vas avoir ton matériel à temps, que tu as pu rencontrer tes enseignants dans tes cours et qu'ils t'ont assuré un soutien à 100% et que tu pouvais compter sur eux pour n'importe quoi que tu avais besoin. C'était rassurant. C'est que ça, t'as eu ça. J'ai eu tout ça, ouais. OK. J'ai eu tout ça. Puis je suis quand même quelqu'un qui m'adapte rapidement aux situations. Donc la première session, ça m'a aidé. La deuxième, c'est un petit peu moins de support. À partir de la troisième, quatrième, cinquième, ça roulait. En tout cas, ça a continué de toujours bien aller. Ça a continué de toujours bien aller, oui. Okay. Ouais. Puis quand il y avait quelque chose qui marchait pas, que ça allait mal, j'étais la première qui allait voir les services d'adaptation puis dire, regarde là, ça marche pas, ça je peux pas avoir ça, je peux pas faire ça, trouvez-moi une solution, tu sais. Ou je leur proposais une solution, puis je leur disais c'est la meilleure chose qui fonctionne pour moi. Puis eux n'étaient pas aussi non plus trop dans m'imposer quelque chose. Ils me disaient de quoi t'as besoin, on va le faire. De quoi t'as besoin, on va trouver quelque chose. Donc il y avait une grande ouverture. Vraiment, ils m'imposaient pas regarde, faut qu'on fasse ça comme ça. Non, c'était dis-nous de quoi t'as besoin, puis on va s'adapter en conséquence. OK. Ouais. C'était ça. C'est que ça, j'imagine, t'as réussi haut la main, là, tout ton cours? Ouais? Ah oui. Avec satisfaction? Oui, avec satisfaction, oui, quand même. OK. Et là, bon, ça, c'était en sciences humaines. Là, après ça, t'as dit, je vais aller à l'université. Après ça, j'ai dit, je vais aller à l'université. Ouais. Puis là, c'était là le grand questionnement, mais je me suis dit, j'aime beaucoup aider les gens. Autrement qu'enseigner, c'est enseigner parce que j'aime expliquer, mais j'aime aider les gens. J'aime savoir que j'ai eu une contribution, une implication certaine dans leur vie. Puis je me disais, je vais m'essayer d'aller en psychologie à l'université. OK. Ouais. Et là, tu dis, j'ai essayé, mais ça a fonctionné. Oui, mais... il y a un mais? Oui, il y a un mais. OK. Ouais. Donc, mais je me suis dit, je vais y aller. En fait, dans ce temps-là, c'était pas m'essayer, c'était je vais y aller. Puis là, j'ai appliqué en psychologie à l'Université Concordia, je me suis fait accepter. Et c'est dans ce programme-là que je suis en ce moment. Je suis en psychologie. Le mais auquel je veux venir, c'est justement que je suis en train de me rendre compte que psychologie aussi a des grosses barrières, disons, pour les non-voyants, parce que être psychologue, ça demande d'abord et avant tout d'être un chercheur. Puis pour faire les recherches que ça demande, ça prend des logiciels spécialisés et ça prend la vision. Ouais. C'est peu accessible. Ouais. Non, c'est aucunement accessible. Ah, aucunement, OK. Moi, des fois, je fais très attention au choix de mes mots. Non, je sais, mais regarde, moi, je suis pas gênée. Non, regarde, écoute, j'ai un cours qui s'appelle l'analyse statistique et j'ai une partie de laboratoire où je dois faire des manipulations avec un logiciel. Et moi, je peux pas les faire moi-même. Ce que je dois faire, c'est qu'ils ont dû engager quelqu'un pour que moi, je donne les instructions à cette personne-là. Et qu'elle le fasse. OK. Mais imagine, quand tu fais ça et que t'as jamais vu ça par toi-même, puis que t'essaies d'imaginer ça, de figurer un peu, puis de dire, bon, OK, là, faut que t'ailles là. Puis je suis une personne quand même très visuelle. Oui, parce qu'on en parlait. On en a parlé tantôt. Oui. Parce que les gens, des fois, sont très surpris de ça. Oui. Mais des non-voyants qui sont visuels, moi, j'en suis un. Moi, je suis visuelle. Tu peux pas me donner quelque chose que
tu me donnerais un problème, je serais pas capable de te le résoudre. Mais tu me donnerais ton ordinateur pis tu me dirais, fais-moi ça, pas de problème. C'est juste parce que mon cerveau s'en rappelle. Puis que c'était d'autant plus difficile pour moi de me dire, ben là, il faut que je mémorise tout ça. Parce que si je n'aurais pas à le mémoriser si j'avais à le faire. Je sais comment faire. Ça va de soi, quoi. C'est que c'était encore comme des étapes de plus, mais qui t'amenaient pas plus à être capable de le faire. Non, fallait vraiment que je m'assoie avec la personne, puis ça, c'est durant tout mon cours, là. En ce moment, je suis encore dans ce cours-là, puis je peux te dire que c'est ça que je fais. OK. Et est-ce que c'est, j'allais dire la seule barrière, mais c'en est quand même toute une, mais... C'en est quand même toute une. Parce que le but de ton bac en psychologie, c'est de faire un projet de recherche où tu vas avoir besoin de manipuler ces éléments-là, où tu vas avoir besoin de faire une recherche. OK, ça qu'on y échappe pas. Si on y échappe pas, puis moi, faire de la recherche, c'était pas mon but premier. J'aurais pu être capable de dealer avec ça si on m'avait dit, après ton bac, tu vas pouvoir travailler, puis c'est une étape essentielle à passer, mais de me dire en plus que pour devenir psychologue, ça prend plus haut que le bac. Me dire, est-ce que je suis prête à passer par toutes ces étapes-là, de faire mon baccalauréat, et pas nécessairement avec les notes auxquelles je me serais attendue, parce que le côté recherche diminue un petit peu tes chances, étant donné que t'es pas avantagé. Parce que tu peux performer à ton plein potentiel, tu vois pas. Puis pas juste recherche, il y a plein d'autres cours, là. Regarde, première session, on m'a donné un cours de biologie. Ça, c'est extrêmement visuel. C'est pas la chose la plus simple non plus. Non, c'est pas la chose la plus simple. Tu peux t'en sortir. Mais, ce serait pas avec des notes phénoménales, ce serait pas avec les notes auxquelles j'ai été habituée. Et de me dire, de finir ce baccalauréat, de me dire, je vais appliquer au doctorat, mais c'est peut-être pas sûr, que je me rende, que je me fasse accepter, que parce qu'on s'entend qu'une thèse de doctorat, il faut aussi que tu trouves quelqu'un pour te guider dans ta recherche et qui va dans le fond te supporter pendant que tu crées ton propre projet de recherche, parce que même si tu fais un bac en intervention clinique, ce que moi un doctorat en intervention clinique, ce que j'avais l'intention de faire, juste pour travailler dans les cliniques ou en thérapie avec des gens sans nécessairement faire la recherche. Tu échappes pas au côté recherche, il y a de la recherche à faire. Faut que y ait une personne qui te guide un peu, puis moi de me dire faire tout ça, des projets de recherche après projet de recherche. C'est pas un accomplissement. Non, là, vu c'est pas quelque chose que... C'est pas quelque chose... C'est que t'as découvert un peu comme la limite Ouais, j'ai découvert... dû au handicap, là, pas de toi-même, mais du handicap. Du handicap. Puis des fois, ça devient... Tu sais, j'ai le double de ton âge, puis je comprends que c'est plate, mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que, je veux dire... Qu'est-ce qu'on fait après? Là, toi, t'es encore à l'université. Ouais. Est-ce que tu vas compléter? Je vais rester 1 an en psychologie parce que là, il est rendu trop tard pour changer de programme. Mais moi, quand la vie m'a toujours... Dieu sait que la vie m'a toujours fermé des portes. Quand que la vie te ferme une porte, c'est parce qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir un moment donné. Puis s'il faut que je les essaie toutes... Tu vas toutes les essayer. J'ai l'intention de changer de programme. Je vais probablement... C'est pas sûr, mais je vais probablement... Parce que je suis encore en réflexion, mais probablement m'en aller en travail social. Ce qui implique aucune recherche. Et qui me permet quand même, après mon bac, de travailler et d'aider les gens dans la mesure où... de faire de l'intervention. Oui, exactement. Comme je souhaite faire. Sauf que ça n'implique pas de recherche, ça n'implique pas de prendre un pari qui est trop risqué. T'sais. Moi, parier pour mon éducation... avec des baccalauréats puis ensuite doctorat, ça m'intéressait pas trop. Donc tu sais, je suis encore en réflexion, processus décisionnel, mais j'arrêterai pas. Parce que pour le reste, l'université, t'as été accepté, là c'est encore en anglais, là j'imagine que l'anglais, après tout le cégep, ça devait être quand même... après 3 ans, il y a pas de problème. Il y a plus de... Non. Non. Est-ce que tu vas poursuivre en anglais? Je ne sais pas encore. Okay. Ça dépend d'où mon programme est à faire. C'est sûr que, comme je suis confortable
à l'aise dans les deux langues. Ça pourrait être autant... Être autant en français. Là. J'ai pas de problème. Pour l'instant, je sais pas encore où je vais m'en aller. Mais je sais que je m'en vais quelque part. Puis c'est plus rassurant que de pas savoir. C'est plus rassurant que de se dire je m'en vais nulle part. Ouais, là, d'être dans une phase de réflexion. Oui, c'est ça. Mais en ayant quand même... Mais en ayant un but. Une idée. Oui, une idée, oui. Mm-hmm. Oui. En ayant un but, une idée, oui. OK. Et là, je demande toujours aux gens, parce que ça fait déjà presque 40 minutes qu'on parle, je demande toujours aux gens avant la pause, c'est quoi leur passion. Puis là, tu m'as dit, ben moi, c'est l'écriture. Et là, je serais porté à te demander, en français, en anglais, les deux? Les deux, parce que, ben, quand j'ai développé quand j'ai commencé à écrire en anglais, je devais me pratiquer, mais ça a pris quand même 2 ans d'études avant que je commence à écrire en anglais, mais je suis plus à l'aise en français parce que je trouve que c'est tellement une langue riche. Puis j'ai toujours été en français, je veux pas, avec ma scolarité, donc j'ai lu beaucoup aussi, donc d'être plus à l'aise en français. Puis je trouve qu'en anglais, ça va, mais ça coule plus de sources. Ça coule plus de sources en français. Français. Je m'amuse moins à écrire en anglais parce que ben c'est pour moi c'est moins les images qui viennent le plus c'est en français. Puis c'est une langue tellement riche, comme j'ai dit, puis on dirait qu'il y a tellement de possibilités, alors qu'en anglais, c'est pour ça que c'est si facile, c'est parce que c'est un peu une langue où c'est OK, t'es d'accord pour dire quand même que c'est plus facile apprendre l'anglais que le français? Mais oui. que le fait que la langue française est quand même une langue complexe la fait plus riche, la fait plus imagée, plus... Autant j'étudie en anglais parce que je me suis habituée, puis parce que je voulais me lancer un défi, puis de me dire ben si jamais je vais quelque part d'autre, ça va m'aider. Autant je suis quelqu'un qui adore la langue française. Vraiment. Et ça a commencé où, quand, comment, le goût d'écrire? Ça a commencé où, quand, comment? On dirait que ça a toujours été là. OK. Mais ça a commencé avec ces longues années de solitude. Ben oui, qu'il fallait que tu meubles. Qu'il fallait bien que je fasse de quoi, hein? Puis ça a été de... Tu sais, à un moment donné, là, tu finis par te parler à toi-même. Donc, moi, au lieu de juste me parler à moi-même... j'ai commencé à parler avec mon ordinateur, puis, tiens, coudonc, ça sortait en des mots. Ça devenait des mots. J'étais capable d'exprimer ce que je ressentais. Puis j'étais capable de créer des personnages dans lesquels je pouvais me plonger, puis qui vivaient des aventures, puis... un petit peu les aventures que tu pouvais pas vivre. C'est ça, exactement. Les aventures que je ne pouvais pas, exactement. OK. Puis ça veut pas dire que je les vis pas, au contraire, dès que j'ai eu un semblant de liberté, je suis partie, puis non, je m'évadais dans l'écriture quand ça faisait trop mal, mais ça veut pas dire que je suis non plus toute dedans, puis que je vis pas ma vie, au contraire. Mais ça s'est poursuivi aussi. Ça s'est poursuivi, puis je pense que j'ai jamais arrêté. Je faisais des pauses avec mes études, tout ça, mais j'ai jamais arrêté d'écrire. Et là, tu me disais, t'écris un peu de tout aussi. Oui, j'écris de tout. J'écris de la poésie, des nouvelles. Oui, exactement. Puis un roman aussi, un que roman. tu disais qui était en chantier. Là. Oui, un roman en chantier. En fait, je suis le genre de personne qui a vraiment besoin de discipline, malgré que ça paraît pas. Donc, je suis un peu le genre de personne à commencer un chantier, puis un petit peu le laisser de côté, puis en commencer un autre. Puis, mais j'ai vraiment l'intention, cette fois-ci... de me diriger vers quelque chose de concret, puis que mon chantier devienne quelque chose de construit, quoi. Et donc poursuivre, possiblement quoi, publier? C'est une chose à laquelle je pense, puis en même temps je pense pas. Parce que je me dis, si je veux être publié, si je pense être publié, je vais me restreindre. Puis l'écriture, c'est pas un domaine où tu peux te restreindre. C'est pas un domaine, si tu veux t'amuser, tu peux pas te permettre de te restreindre. Donc, c'est plus dans le but de t'amuser. Dans le but de m'amuser. D'écrire tout ce que tu veux. De véhiculer des choses vraiment, tu sais, de faire vivre des personnages parce que oui, ils sont pas juste dans toi, tu les fais vivre, tu les crées, puis à un moment donné, ils deviennent indépendants de ta volonté. C'est assez spécial comment je le perçois, mais pour moi, c'est ça. De créer un univers, des personnages, dans lequel tu pourras véhiculer
une partie ou toute ta vie si tu le veux. Puis j'aime tellement cet univers qu'il y a tellement de possibilités. Il y a pas de contraintes. Il y a pas de contraintes. C'est juste vraiment de l'univers des possibilités que tu peux faire. Créer des univers. Créer, ouais. Exactement. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment... Il y a beaucoup de non-voyants, je disais ça aussi tantôt, il y a beaucoup de non-voyants que leur passion, c'est la lecture, puis c'est le fun aussi qu'il y ait des non-voyants que leur passion, ce soit l'écriture, peu importe la raison pour laquelle on écrit. C'est super intéressant, puis le temps passe super vite aussi. Ça fait que on va faire la pause, puis on a encore plein de choses à parler après la pause. Moi, je sais qu'il y a des choses que je t'ai dit avant l'émission qu'on n'a pas encore parlé. Ça fait que faisons la pause, faisons les petits messages, et puis on revient tout de suite après avec notre invité qui est Salma Moudrika. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bienvenue à la pause de l'entrevue. Cette semaine encore, je vous parle de livres. Il y a certaines personnes qui m'ont fait remarquer que j'avais été longtemps sans vous en parler. Et bon, on est rendu déjà au mois de mars. Pour certains, peut-être que l'été, ça paraît loin, mais pour d'autres, je sais qu'il y en a qui se préparent des banques de livres à lire pendant l'été, pendant les vacances et tout et tout. Évidemment que je vais pas vous parler de 50 livres aujourd'hui, mais par contre, je vais vous parler d'une auteure qui va m'amener à vous parler d'une autre auteure un peu du même style, quoique peut-être que je vous en ai déjà parlé, mais bon, si c'était le cas, tant pis, mais peut-être que certains l'ont pas entendu, ou peut-être que vous n'avez pas, en tout cas, été chercher les livres la concernant. En tout cas, vous verrez bien. Je vous parle, en tout cas, aujourd'hui, de lecture, là, qu'on pourrait qualifier d'un peu féminine, ce qu'on appelle, là, dans le genre littéraire, le chick lit. Il y a l'auteure Amélie Dubois, que j'aime beaucoup, que j'ai lu à peu près tous ses livres, qui a écrit une série d'ailleurs qui s'appelle Chick lit, qui est en 6 tomes, que moi personnellement j'ai trouvé très drôle. Elle a écrit aussi une autre série qui est en 3 tomes jusqu'à maintenant, qui s'intitule Ce qui se passe à, et là on a ce qui se passe au Mexique, ce qui se passe au Congrès et ce qui se passe à Cuba, qui sont avec les 3 mêmes personnages. Bon, donc en tout cas, il y a plusieurs livres de l'auteur Amélie Dubois, mais l'auteur dont je veux vous parler aujourd'hui est du livre qui s'y rattache. Ça s'intitule « Ça peut pas être pire » et c'est de l'auteur Nathalie Roy. Et Nathalie Roy aussi, d'après ce que j'en ai compris, fait dans le chick lit. Je crois bien que le livre, ça peut pas être pire, ça ne fait pas partie d'une série, mais je sais que elle a écrit d'autres séries dont j'ai pas les titres là sous les doigts en ce moment, mais vous pouvez faire la recherche, soit au SQLA, soit au CAEB, et je crois que même elle fait intervenir là certains personnages comme dans Ça peut pas être pire. Elle a fait intervenir un personnage de d'autres de ses séries. En tout cas, c'est un style de lecture, évidemment, qui ne plaira pas à tous, mais qui peut plaire à beaucoup de monde, parce que moi, en tout cas, personnellement, ça m'a plu. Ça peut pas être pire, c'est quand même assez comique. La narratrice est très drôle aussi. C'est une très bonne narratrice qu'on entend souvent dans le milieu. Donc, je vous réfère au site du SQLA ainsi que du CAEB et je vous invite à faire vos petites recherches pour trouver les livres, que ce soit de Nathalie Roy
ou d'Amélie Dubois. Et je vous souhaite là-dessus bonne lecture. Je vous invite à communiquer avec moi aussi pour me faire part de vos commentaires sur les livres dont je vous parle, parce que la majorité de ces livres-là, je les ai lus. Donc, ça me fait plaisir de savoir si vous les avez aimés. Et même si vous les avez pas aimés, vous pouvez me le dire quand même. Donc, encore une fois, bonne lecture. À notre prochaine émission, Monsieur Émile Ouellet. Voyager seul quand on est jeune pour aller rejoindre sa famille lors d'un congé scolaire, cela peut être très excitant, même si cela risque d'amener son lot d'aventures. Comme descendre en Gaspésie en plein hiver, à cette époque-là, c'était pas drôle. Puis je me rappelle que l'autobus, moi, il était venu étant tard, puis quand il est arrivé à Mont-Saint-Pierre, il était trop tard, l'hôtel était fermé ou qu'on doit débarquer, puis l'autobus a même été obligé de m'amener chez nous dans le rang, parce qu'il pouvait pas me laisser sur le bord de la route de la grande route, là. C'est que c'est comme des aventures. Oh, c'est des aventures. Puis ce fois-là, je me rappelle que c'est ça. En plus, mes bagages ils avaient été perdus dans le transfert. Ah, non. Ah oui, monsieur. Ça fait partie des plaisirs des voyages, mais tu sais, c'est sûr que si j'aurais été, probablement que comme j'étais un enfant, il aurait peut-être fait la même affaire pour un autre enfant, là, mais quand tu penses que l'autobus est venu dans les rangs pour aller me porter à la maison, je suis pas sûr qu'il ferait ça aujourd'hui parce que c'est tellement coupé les services que je sais pas qu'est-ce qu'il ferait. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Salma Moudrika et on parlait du cégep tantôt, on parlait de l'adaptation, on a parlé de l'adaptation comme des documents puis des services, tout ça. Puis on a peut-être passé un peu vite sur l'aspect adaptation avec les gens, adaptation sociale, étant donné que tu partais quand même de JO, directement tu passais au cégep. Ça a été comment pour toi un peu ça? Ça a été spécial. OK. Ça a été spécial parce que la plus grande peur que j'avais avec mon intégration sociale, c'était de pas être comme les autres. Même pas niveau d'avoir mon handicap visuel, mais vraiment d'être... je vais dire ça comme ça sonne vraiment, vraiment idiot pour moi aujourd'hui, mais d'être pas socialement adapté, d'être comme un peu en arrière, tu sais. Mais ça, c'est une question que je pose souvent aux invités. Est-ce que, des fois, à force d'être beaucoup avec des non-voyants, est-ce qu'on a l'impression, quand on revient avec les voyants, puis toi, tu l'avais pas été beaucoup là dans le cadre scolaire, est-ce qu'on a l'impression, des fois, qu'il nous manque des éléments? C'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Moi, j'ai toujours eu cette impression-là. Et c'est pour ça que moi, je suis une personne quand même... Je dois le dire, c'est une confession que je fais, je suis une personne perfectionniste. Donc, quand j'ai un manque, je cherche à le combler. Quand j'avais ce manque-là, moi, j'ai eu beaucoup d'amis, surtout mon secondaire, qui se sont intégrés dans leur école de quartier, dans des écoles régulières. Donc, j'allais chercher ce que j'avais besoin. J'allais chercher comment c'était ton parcours, comment tu vois ça, tout ça. Et j'allais chercher les informations qui me manquaient. Et j'essayais vraiment d'être en contact le plus possible avec ces personnes-là, même si je sortais pas, pour avoir une base parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais sortir de Jacques Ouellet, puis j'allais affronter le monde réel, puis j'étais excitée. Vraiment. Mais j'avais peur de manquer d'éléments, surtout que moi, j'avais pas côtoyé avant d'école régulière, aucune autre école que Jacques Ouellet. Donc quand je suis sortie de là, je me suis dit, peut-être que dans le fond, il me manque quelque chose, mais... T'avais comme un gros questionnement à savoir, vraiment. là. Puis finalement, ça a été beaucoup plus facile qu'il a prévu parce que, j'abordais les gens quand j'avais besoin d'aide. Par exemple, on était assis en classe, il y avait un travail d'équipe à faire. J'abordais les gens à côté de moi, est-ce que je peux me mettre en équipe avec vous, tout ça. Ça m'a créé des liens avec les gens qui étaient autour de moi dans mes différents cours. Je me suis fait des amis parce que c'était des gens qui devenaient mes preneurs de notes, donc ils prenaient leurs notes et ils les postaient sur Internet pour moi. Même si j'avais mes propres notes, c'était comme des notes de backup. Donc, les gens... ça me crée des liens avec contacts. Eux. Et à part de ça, mon école était très petite. Donc, c'est pas vraiment... mon cégep, là, c'était maximum, 3000 élèves. C'est vraiment petit, là, comme cégep. Quand même. Donc, puis tout le monde un peu se connaissait. Puis c'est une ambiance très conviviale. Puis les gens étaient très, très, très ouverts à mon égard. Vraiment...
jamais rencontré quelqu'un qui a pas voulu m'aider, ou que quand il me voyait, même s'il m'avait vu juste une fois, puis qu'on avait eu une bonne discussion, il me saluait, puis me faisait présenter à telle personne par telle personne, puis je me suis créé des liens avec beaucoup de personnes, j'avais des gangs d'amis. Là, puis... Mais je vais te poser une question que j'aimerais que tu me répondes selon ce que tu penses. Là. Ouais. Parce que toi, bon, tu disais, bon, il y avait un travail d'équipe, je demandais aux gens à côté, bon, tout ça. Mais admettons que tu aurais été plus timide. Ah. Est-ce que tu penses que ça aurait été plus compliqué? Oui, c'est sûr, j'aurais pas pu. Mais moi, je me disais toujours, faut que tu fasses ça parce que t'as pas le choix. Parce que les gens je vais iront dire comme pas ça nécessairement. de façon crue, mais si tu déniaises pas, ça va pas marcher. Puis si tu leur montres que t'es comme eux, ils vont croire que t'es comme eux. Pas comme eux, mais je sais pas qu'on n'est pas, mais si tu leur montres que tu te sens complexé, que tu sens que t'es pas pareil, que tu sens, tu sais, qu'il y a une différence vraiment, ils vont le ressentir, ça va se ressentir dans leur intervention. Est-ce que tu penses aussi que si tu demandes pas d'aide, ils vont penser que tu en as pas besoin? C'est sûr. Il y en a qui te le demandent, t'as-tu besoin d'aide? Puis des fois, je disais oui. Des fois, je disais non, je suis correct, ça va. Puis les gens étaient juste, des fois, ils demandaient pas nécessairement parce qu'ils voyaient que t'en avais besoin, mais juste, tu sais, pour être poli. S'en assurer. Puis, oui. Puis moi, des fois, je disais, j'aimerais ça aller là, je connais pas trop. Ou des fois, non. Des fois, tu sais, j'avais besoin d'aide, personne me le demandait, j'attrapais quelqu'un. Excuse-moi, je m'en vais là, ou je suis perdu, ou... Puis, on s'entend. Parce que ce que tu me disais aussi pendant la pause, c'est que tu t'en laisses pas imposer. Non, moi, je me restreins. Pour les déplacements. Ah non, moi, je me restreins absolument pas. Tu disais sur la rive sud, tu prends le transport régulier. Oui. Si tu te fais refuser un transport adapté, tu y vas en métro. Ouais. Puis tu vas demander de l'aide. Ouais, je suis genre aller en métro puis demander de l'aide. Moi, vraiment, c'est quelque chose, je trouve que se restreindre, c'est même pas la société qui t'a dit non, c'est toi-même qui t'es dit non. Avant qu'elle te dise non, la société, assure-toi que ça peut fonctionner. Mets-toi pas des limites qui sont juste dans ta tête. Parce que les limites restent toujours dans ta tête, puis c'est à toi de les repousser, de voir où tu es par rapport à ces limites-là. C'est exactement, dans tous les aspects de ma vie, c'est comme psychologie, où je me suis dit, je me mettrai pas de limite, je vais essayer, je vais le faire. Puis si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. J'ai même pas de regret de me dire ça marchera pas psychologie, parce que je me dis, ils pourront pas dire que j'aurais pas essayé. Puis c'est comme parfait. Toi non plus, tu non, pourras pas te le je pourrais pas me dire j'ai pas essayé. J'aurais essayé, puis juste d'avoir cette satisfaction-là de moi-même d'avoir essayé. Puis je parle ça de psychologie, mais dans la plupart des cas, pour moi, essayer, c'est le réussir, parce que, étant donné que je me restreins pas, c'est en soi quand même. Oui, c'est une réussite en soi, parce que ça marche. Et oui. Non, mais vas-y, ça t'avait... Non, j'allais dire, parce que, bon, t'as fait ces essais-là, ces réussites, tout ça. Puis, je voulais qu'on parle aussi de quelques expériences de travail que tu as eues. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu, puis ce que ça t'a apporté, puis ce que ça t'a un peu... je sais pas s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu des trucs, là. J'ai travaillé... Quand j'ai eu 17 ans, j'ai postulé pour faire un stage à l'Institut Nazareth et Louis Braille, dans le département des médias substituts, pour être apprentie technicienne Braille. Ma candidature est acceptée. Parce qu'évidemment, je maîtrisais le braille et j'étais un petit peu le genre de personne qui cherchait. Et je sais pas si tu veux que j'explique un peu ça. Oui, j'aimerais ça que tu l'expliques, parce que moi, je l'ai fait, ce cours-là, mais j'étais le premier. Je veux voir qu'est-ce que ça a eu comme évolution. Ah, OK. En fait, apprenti technicienne braille, alors comme le nom le dit, c'est apprenti. Et technicienne braille, c'est en fait que l'Institut Nazareth et Louis Braille a le mandat de transcrire des livres en braille, pour la grande bibliothèque. Ils ont des livres qu'ils scannent, qu'ils transforment en format électronique, et que nous, en tant que technicien braille, on a à l'électronique, et qu'on doit corriger les erreurs, et qu'on doit les formater, vraiment les éditer dans un format qui va se faire imprimer en braille après, et qui va être prêt à être livré à la grande bibliothèque. Donc, on était comme les éditeurs braille. Donc, le livre, on le recevait, on le traitait dans le sens que on utilisait le logiciel
Duxbury pour le transformer en un format lisible en braille pour que ça puisse s'imprimer. Et on collaborait avec des bénévoles qui lisaient avec nous le livre parce que il fallait lire le livre en entier et apporter les modifications qui se devaient. Donc les erreurs qui s'étaient glissées dans le scan. Exactement. Ajouter les paginations si c'était pas là. Exactement. Des abréviations, c'est ça, s'assurer que c'était cohérent. Puis après... tout séparer les volumes. Exactement, tout séparer les volumes. C'est un gros ouvrage qui prend beaucoup d'organisation et de méthode. Et je dis organisation et méthode parce que faut pas sauter une étape. Faut que tu ailles une étape à la fois. On s'entend que une des parties les plus faciles, c'est lire avec le bénévole, mais quand tu es rendu à l'édition du livre et à rentrer les codes qu'il faut avec le logiciel Duxbury, c'est là, tu sais, faut vraiment que tu rentres les bonnes affaires, il faut que tu t'assures que... Parce que c'est un peu toi qui décide du format que le livre va prendre en étant imprimé en braille. Et il faut que tout concorde, là, quand tu... Oui, il faut que ça ait du sens. Quand tu envoies ça à l'impression. Oui. Il faut qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Exactement. Uh-huh. Est-ce que tu as appris beaucoup? Est-ce que... T'avais-tu une base de Duxbury? Non, absolument pas. Non? J'avais aucune base de Duxbury. J'ai appris beaucoup avec Duxbury et ça m'a permis, en fait, ça a été une très enrichissante expérience d'emploi parce que c'était un emploi dans le milieu de l'handicap visuel. De la lecture. De la lecture, tout ça. Mm-hmm. Et j'étais quand même pas si mal. Ça m'a appris... T'avais Katia Darèche, je crois, comme marraine. Oui, comme, j'avais Katia. Je sais plus s'il appelait ça marraine. Oui, j'avais Katia Darèche et j'ai été formée par Jenny Lachapelle. Oui. Oui. Vraiment une excellente formation. Ça m'a appris... Ça va paraître très étrange, mais ça m'a appris le plus à nommer mes besoins. J'étais une personne qui avait beaucoup de difficultés à dire ce dont j'avais vraiment besoin, et surtout avec quand t'es isolé pendant longtemps, tout ça, puis que t'as de la difficulté à formuler ce que tu veux vraiment. De travailler, ça m'a appris que, étant donné que c'était moi l'éditeur du livre, de vraiment dire, OK, j'ai vraiment besoin de ça, je dois vraiment faire ça, puis je devais travailler en collaboration avec des gens qui m'aidaient et c'était leur travail, c'est ça. Ouais. Leur travail de m'aider, de me conseiller puis de lire le livre avec moi et je devais vraiment leur dire là, faut que tu t'arrêtes à cet endroit-là, faut que tu me décrives comment c'est ça, par exemple, comment est fait un certain paragraphe, tout ça pour que moi, pour la disposition exactement pour que moi je puisse l'adapter à version braille. OK. Vraiment. OK. Et c'est vraiment ça que ça m'a appris le plus. OK. À me rendre compte que il fallait que, quand j'avais besoin de quelque chose, que je le dise. Et ça, t'as lu beaucoup de livres, j'imagine? Ben, lu et transcrit, forcément, beaucoup de livres pendant cet été-là. Quand même, oui. Mm-hmm. T'as eu une expérience de travail au RAM aussi, oui. que j'aimerais que tu nous parles un peu. Oui, en été 2016, j'ai eu un stage de 6 semaines au RAM. Et j'ai trouvé ça un petit peu par hasard. J'ai postulé, puis je suis allée en entrevue, puis j'ai été pris. T'avais vu ça où? En fait, c'est ma spécialiste en orientation et mobilité qui m'avait dit, hey, j'ai vu un poste passer au RAM, un stage de 6 semaines. Peut-être ça pourrait t'intéresser, tout ça. Puis le poste c'était assistante aux communications. Et il fallait que je réécrive les textes qui allaient servir au nouveau site web parce que le RAM refaisait son site web. Et c'était dans mes cordes, là, réécrire. Ben oui. Communiquer, tout ça. C'était dans mes cordes. Donc j'ai postulé et puis j'ai été pris. Puis durant ces 6 semaines-là, j'ai énormément appris sur l'historique drame de la déficience visuelle, puis sur vraiment à quel point c'était important en tant qu'handicapé visuel de faire valoir nos droits. Le RAM, c'est un organisme qui a une histoire
derrière et que j'ai eu la chance de découvrir cette histoire-là, de parler avec beaucoup de gens qui étaient impliqués avec la fondation du RAM et comment ça s'est créé, comment ça s'est construit. Parce qu'en plus de, quand j'ai terminé mon travail de rédiger les textes au bout d'à peu près 2 semaines, on a décidé de me mettre sur un projet de... Après 2 semaines, t'avais fini de rédiger les textes? Ouais. OK. 2 semaines et demie. Quelque chose comme ça. Puis on avait décidé de me mettre sur un projet de reconstituer l'historique du RAM. Ce que j'ai commencé à faire. Ouais. OK. Ça fait encore là une expérience qui t'a beaucoup enrichi aussi. Ouais. Hey, c'est vraiment super intéressant. Puis en plus, c'est que bon, je disais bon, on va conclure sur une note positive parce que connaissez-vous, c'est un projet qui se veut positif. Et là, je reviens là-dessus, je fais une boucle. Mais bon, t'es notre plus jeune invité, mais ça paraît pas. Parce que où es-tu allé toute chercher cette cette sagesse? Oui. Où je suis allée la chercher. Je pense que c'est elle qui m'a trouvée. Tu l'as même pas cherché? Non, je ne l'ai même pas cherché. J'aurais bien aimé connaître l'insouciance d'une adolescence où j'aurais pu faire ce que je voulais et être un peu comme les autres. Et j'aurais pu prendre ça comme une malchance de me dire, mon Dieu, j'ai pas eu ça. Mais j'ai pris... mais là, disons les choses là, telles qu'elles sont. T'as pas eu la vue. Non. T'as eu des problèmes des os quand même assez abstraignants. Oui. Et malgré tout ça, tu as dit, moi je reste pas chez nous, je reste pas toute seule. Non. Quand les moments où ce que t'as été plus isolé, ben t'as passé par l'écriture pour t'en sortir. Ouais. C'est que maintenant, les gens là qui nous écoutent, qui ont pas comme le petit coup de pied au cul, on va le dire, hein? Le petit coup de pied au derrière, là, pour dire, bon, faut que je sorte de chez nous, faut que je brise l'isolement. Il y a pas personne qui va aller les chercher dans leur salon. Non, moi, ça a toujours été acquis pour moi. Que ça allait juste... Puis c'est pour ça que ça a été tant difficile, mais c'est pour ça que j'ai pu m'en sortir. Parce que pour moi, ça allait toujours être une étape, un passage, puis j'allais toujours me battre pour avoir cette liberté-là. Puis dès que j'en ai eu juste un soupçon, j'ai été chercher, puis j'ai été me battre pour en avoir plus. Puis pas rester isolée, parce que je me doutais bien là, que l'handicap visuel, ça faisait pas une personne. Ce qui faisait la personne, c'était vraiment ce qu'elle était à l'intérieur, puis ses convictions, puis ce qu'elle voulait. Puis j'avais l'exemple de mon frère qui, ça a pris des années, mais quand même, qui était pas isolé, qui avait des amis, qui sortait tout ça. Puis je me disais, moi aussi, là. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais comme les autres. Ça a joué en ma faveur. Puis ça a joué en leur défaveur, parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus eu ce petite surprotection-là sur moi, de dire, mais non, faut que tu restes, mais non. Non, parce que comme je suis comme les autres, ben moi aussi, je peux faire ça comme les autres. C'est ça, ils t'ont poussé un peu à... Oui, ce qui a été contradictoire, ça leur a joué un méchant tour. Fait que là, aujourd'hui, ils s'en mordent un peu les doigts. Heureusement pour moi. Heureusement pour toi. Oui, non, effectivement. Puis comme je disais tout à l'heure, ça a pas été rose tous les jours, puis ça a pas été de la chance par-dessus chance. Mais pour moi, c'est à partir de ça dont j'ai pu trouver ma sagesse. Puis ça n'a pas été chance. Drive. Ça n'a pas été chance par-dessus chance, mais t'as fait quand même tes chances. Oui, c'est en plein ça, j'ai créé ma chance, oui. On peut dire ça comme ça. Voilà. Écoute, moi je te remercie beaucoup. Ça a été une émission qui a passé très vite, une entrevue qui a été très enrichissante, très rafraîchissante dans ta jeune âge, mais dans ta sagesse malgré tout. et j'espère que les gens vont beaucoup se baser sur ton et tes vécus pour essayer de façonner le leur aussi. Mais je l'espère bien, parce que je sais que c'est pas facile. Ah, parce que c'est ça. C'est pas facile, mais si j'avais une chose à dire aux gens qui nous écoutent, ce serait de pas lâcher, puis malgré que ce soit pas facile,
si on est capable de juste aller vers une personne, pas l'univers entier, mais juste une personne qui est capable de nous tendre la main et qu'on va prendre cette main-là et pas nécessairement lui montrer « Ah, je suis capable. Ah, oui, je suis un sorteur. » De lui dire à cette personne-là « Regarde, j'ai besoin d'aide pour me sortir de là. » La personne si cette personne-là va avoir les compétences nécessaires, elle va pouvoir pousser cette personne-là à vraiment trouver les outils dont elle a besoin pour sortir, pour se faire plus confiance, pour avoir cette, je vais dire ça comme ça, ce feu-là que moi j'ai. Ça se trouve pas, puis je suis consciente que c'est pas tout le monde qui l'ont. Mais, mon Dieu, que quand on demande de l'aide à juste une personne et que cette personne-là est en mesure de nous aider, les résultats, à la fin, ça en vaut la peine. Ça n'a pas de prix. Puis pour moi, la liberté, ça n'a pas de prix. Donc là, l'année 2018 est encore jeune. Mettez-vous un objectif. Parlez à une personne, demandez de l'aide, parlez de vos besoins, mentionnez c'est quoi vos besoins. Puis peut-être que ça fonctionnera pas à 1000%, mais si ça fonctionnait à 30, 40, 50% pour commencer, ce serait déjà un bon début. C'est ça, parce que cette personne-là va vous présenter à une autre personne, qu'elle, ça peut fonctionner mieux. Va vous présenter à une autre personne, que ça peut fonctionner encore mieux. Souvent, quand c'est un cercle, là, on connaît une personne, la personne nous présente à tout le monde. Moi, c'est ça qui est arrivé, socialement. J'ai connu une personne, elle m'a présenté à tous ses amis. Dans la semaine, j'avais une gang. Le cercle s'est agrandi sans même que tu fasses... Oui. T'as fait un pas. Je suis partie vers une personne. En fait, c'est elle qui est venue me voir, mais j'aurais pu dire non, j'aurais pu refuser. Cette personne-là est venue me voir, elle m'a proposé d'être ma preneuse de notes pour un cours. J'ai dit oui. Le lendemain, elle me contactait au cégep, elle me disait t'es où? Elle m'a amené puis elle m'a présenté à tous ses amis. Puis j'aurais pu me refermer, j'aurais pu refuser, mais d'avoir juste cette aide-là, puis de ne m'être pas contrainte à penser négativement, d'avoir été vers cette personne-là, d'avoir été vers ces personnes-là qu'elle me présentait, ça a été un gros plus pour moi. Puis ça coulait de source après d'aller vers d'autres personnes, de moins être gênée. Parce que si ça peut marcher une fois, ça peut marcher 2 fois, ça peut marcher 3 fois. Et à l'infini. À l'infini. Tant que ça marche une fois. Tant que vous trouvez votre manière à vous de comment ça marche, ça va marcher. Voilà. Je pense qu'on pouvait pas finir de façon plus positive. Et encore une fois, merci Salma. Merci aux gens à la maison de nous écouter. Je vous dis la même chose à chaque semaine. Continuez à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires, vos suggestions. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous.